Si nos invités ont grandi loin des strass et des paillettes, ils ont depuis côtoyé les plus grandes célébrités de la planète grâce à un atout, leur talent. J'ai commencé à couper les cheveux à Marc Lavoine, c'était mon premier client. Françoise est issue d'un milieu modeste et ouvrier. C'est grâce au cinéma qu'elle va apprendre un métier qui va changer sa vie. Un jour, le metteur en scène, William Klein, m'a dit « Est-ce que tu veux faire du casting ?» Et j'ai dit « C'est quoi ?» Il me dit « Il faut trouver des acteurs. » Et je dis « Mais on les trouve où ?» Et il me dit « Je sais pas, tu te débrouilles. » Et j'ai dit « Banco. » Et c'est là où j'ai fait démarrer Sophie Marceau. Les parents de Sarah sont forains. La jeune femme passe son enfance sur la route et pense plus à s'amuser qu'à travailler. C'est à la suite d'un drame familial qu'elle va enfin trouver sa voie. J'ai perdu 2 sœurs dans un accident de voiture. Tout bascule et puis après, c'est que des larmes. Et là, Christophe Carita a besoin d'une assistante. J'arrive, moi je suis super timide, t'as 300 employés, tu montes les escaliers, tu croises Fanny Ardant, Catherine Deneuve, tu dis je suis où quoi? Longtemps poussé par ses parents à devenir médecin, Bouzouk découvre le maquillage un peu par hasard. Après bien des péripéties, il a réussi l'impensable, se faire un nom chez les têtes couronnées. Je m'introduis dans ce milieu et ça va très très vite. Je deviens le maquilleur de la Maison Royale à Bruxelles, avec des moments qui sont vraiment merveilleux. Je veux dire, qui peuvent être des tout petits moments, mais c'est des moments de l'âme. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, merci d'être là au rendez-vous. Les invités que je reçois cet après-midi côtoient, grâce à leur métier, les plus grandes stars. Françoise a lancé la carrière de dizaines d'acteurs et d'actrices, devenus aujourd'hui des têtes d'affiche du cinéma français. Sarah, elle, est la coiffeuse attitrée d'une bonne partie des actrices les plus en vue du moment. Quant à Bouzouk, pas un mariage princier sans qu'il ne soit présent pour maquiller les têtes couronnées. Alors comment en sont-ils arrivés là? Leur vie est-elle aussi glamour que celle des stars qu'ils côtoient? Qu'est-ce qui se cache derrière les paillettes du cinéma et de la royauté? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. On va parler avec vous de ce monde de paillettes que vous côtoyez à travers vos métiers. Françoise, vous êtes une directrice de casting incroyable, une carrière incroyable. Combien de films à votre actif? 650. 650. Ouais. Votre plus grande découverte au tout début, celle qui a lancé votre carrière. Oui, c'était mon 4e film, c'était La Boum. Voilà. Donc vous avez découvert Sophie Marceau, Sophie oui. Marceau. Fallait bien que je trouve une petite quand même. Bon. Ouais. Mais maintenant, c'était son destin à elle. Ouais. Alors, vous allez nous raconter comment vous l'avez découvert, ce qui vous a particulièrement plu chez elle. Si on parcourt votre répertoire dans votre portable, dans votre téléphone, on lit quel nom, par exemple? Moi, je sais pas, je peux appeler Depardieu tout à l'heure, je peux appeler Gad Elmaleh, je peux appeler Franck Dubosc. Comme... voilà, je les connais tous. Les actrices? Celle dont je suis très proche dans la vie, qui est un peu comme ma fille, c'est Alice Taglioni. Voilà. Sarah, c'est des noms que vous connaissez, c'est des personnalités que vous connaissez, que vous avez déjà coiffées? Croisé, coiffé sur des plateaux et côtoyé, ouais. Vous aussi? Ça reste un monde petit, hein, le cinéma. Oui, quand en même. fait, t'as raison. Si je vous montre cette photo, qu'est-ce qu'elle illustre pour vous? La fidélité. Ouais. Ouais. La fidélité de tous ces hommes, je dirais. Alors, tous ces hommes, il y a qui? Il y a Bruel, il y a Tim Seat, il y a Gérard Darmon, Jean-Louis Aubert, Richard Berry. Et t'as pas Gérard Lanvin là-dessus? Gérard, je l'adore. C'est un homme tu as été esprit, longtemps, tu t'es généreux. beaucoup occupé de lui. Absolument, Mais pendant Sarah, plus de vous 12 ans. coiffez que des hommes? Non, je coiffe beaucoup de femmes, mais je trouvais ça plus fort. Il y avait un côté salut les copains qui me plaisait bien, parce que être au milieu de plein de femmes, il n'y avait pas cet impact. Bon, alors, ce qui est rigolo chez vous, Sarah, c'est que vous voulez pas... Enfin, c'est pas un métier qui vous attirait particulièrement. Vous n'étiez pas du genre à coiffer vos poupées. Hein, vous me direz ça et vous me direz comment vous en êtes arrivé là. Et c'est ce qui est amusant dans vos parcours respectifs. Hein. Vous, Bouzouk, ces stars dont nous parlons, vous les avez côtoyées aussi? Certaines.
Ouais. Mais on Des disait que- mannequins, vous, surtout. Oui, voilà. En fait, je pars d'un autre milieu, en fait, au départ, donc qui est, oui, surtout le maquillage grand public, C'est ça? mais aussi donc pour arriver à un maquillage qui est beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire les défilés, bien sûr les séances photos, Ouais. et bien sûr aussi donc d'autres circuits qui sont des circuits beaucoup plus privatifs, dont les royautés dont vous parliez. Voilà, les royautés, en toute simplicité, hein, les familles royales de Belgique, mais Entre aussi en Angleterre, puisque vous avez notamment Entre autres, maquillé pas mal de personnalités à l'occasion du mariage de Kate et William. Entre autres, oui. La fameuse Pippa Middleton, par exemple. ouais. Hein. Alors pourtant, vous vouliez faire quoi, vous, quand vous étiez jeune? Quand j'étais petit garçon, je voulais être prêtre. Ouais. Donc jusqu'à mes 14 ans, en fait, voilà, j'avais vraiment cette idée Ouais. de prêtrise. Et puis après, Puis à vos 14 parents, ans, ben, les hormones se réveillent et j'ai compris que ça le ferait pas. le célibat serait difficile. Alors Voilà. après, vous avez fait des études de médecine pour faire plaisir à vos Exactement, parents. oui. Et alors, comment passe-t-on des études de médecine au maquillage? Eh bien, vous nous raconterez ça. Mais on va commencer avec le parcours de Françoise et revenir peut-être à ce premier casting marquant, celui Ouais. de la boum. On vous demande de chercher la fameuse Vic, l'héroïne du film. Comment vous vous y prenez pour la trouver? Ouais. Bah, n'y a pas d'autre solution que de faire du casting sauvage. Le casting sauvage, c'est d'aller dans les collèges. Donc on y va avec une caméra? Comment on J'avais fait? une grosse caméra, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, une grosse caméra avec un truc. Bon. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile parce qu'on avait le droit de rentrer dans les cours de récréation. Là, c'était magique parce qu'il y avait une flopée de jeunes. Parce qu'il y a des garçons aussi, les autres rôles de filles et de garçons Ouais. dans la boum. Ouais. Vous J'ai aviez vu- casté des actrices aussi? Ah oui, alors j'avais vu, bon, à l'époque, qui avait donc 13 ans et demi, 14 ans, j'ai vu Christiane Ariely, Emmanuel Béard, hein, Mathilde Amet? Mathilde Amet, enfin tout ça, elles avaient 13 ans, Ouais. 13 ans, 14 ans, voilà. Hein. Et Et j'ai vu énormément, je sais plus de 1000 jeunes filles. Bon. Mhm. Et puis un jour, en me baladant comme ça, dans Paris, comme j'ai fait de la pub avant, il y a des agences pour enfants, adolescents, mais qui n'avaient pas la licence pour travailler pour le cinéma. Donc normalement, ils n'ont pas le droit de nous faire voir leurs fichiers. Mais comme je les connaissais bien, je suis allée les voir. Et puis le destin est magique. Donc j'ai compulsé plein de photos d'ados. Je me suis arrêtée sur la photo de Sophie, qui m'a intéressée pour, je sais pas, il n'y a pas de concret dans ce métier. Et elle s'était inscrite la veille pour trouver un job pour l'été, parce que je parle de ça. Moi, c'était février, mars à peu près, quoi. Voilà. Donc je l'ai appelée, voilà. Et puis je l'ai vue avec son papa la première fois. Bon. Et franchement, c'était cette période où les jeunes filles cachaient leur corps, elles avaient des longs pulls, des bons. Et je la vois en face de moi et je lui dis, mais est-ce que tu as envie de faire du cinéma? Elle me dit, je sais pas. Mais ça t'intéresse? Je sais pas. Enfin bon, comme une ado peut répondre. Bon. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu chez Sophie, c'est qu'à la fois elle était jolie et en même temps pas trop. Ce qui était le problème d'Emmanuel Béard quand elle avait 14 ans, avec ses grands cheveux blonds comme ça. Bon. Et c'est quand même trouvais- terrible d'avoir un problème, celui d'être Ouais, trop ouais. jolie. Hein, Non, parce ça, que- c'est vraiment un gros problème. moi, je trouvais que c'était important dans le profil de ce personnage qu'elle soit identifiable par toutes les ados. Et alors, donc, elle passe ce casting. Je disais, bon, physique intéressant, gna, 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 et j'ai mis dans la marge un peu loukoum. Ça l'a fait rire, Sophie. Quand je lui ai dit, elle me dit, pourquoi je lui ai dit, parce que tu savais pas, t'étais là, bon. Et après, je l'ai rappelé une seconde fois, où là, elle est venue avec son frère, et je l'ai même rappelé une troisième fois, puis un jour, je lui ai dit, écoute, lis-moi ce texte. Et là, elle était incroyable de justesse, quoi. Et d'un seul coup, elle s'est réveillée. C'était Ouais. plus la jeune fille mal dans sa peau, machin. Et là, j'ai dit à Claude Pinoteau, il faut absolument que tu la vois. Voilà. Il a été convaincu tout de suite, lui? Oh, ça a été assez vite un coup de foudre, mais il fallait convaincre aussi le producteur et Daniel Thompson, qui avait Ouais. écrit le scénario, mais ça a été très vite évident. Et- Alors, en plus, il y avait des éléments de son parcours. Elle venait d'un milieu plutôt modeste, Sophie, et il y a des éléments qui ont fait écho à votre parcours personnel. Vous venez de quel milieu? Vous n'étiez pas du tout prédestiné Pas du tout. à travailler dans ce milieu. À quel âge avez-vous vu votre premier film? À 20 ans. Parce qu'avant, le cinéma, les livres, dans votre univers, ça n'existait pas. Ben non, moi, je suis née dans une famille très pauvre, d'ouvriers. J'habitais à Arcueil. Mon père était chauffeur-livreur et ma mère a passé sa vie à faire des enfants.
Combien de frères et 9. sœurs 9. Et Vous habitiez un petit appartement? c'était d'abord au début, jusqu'à l'âge de mes 11 ans, on vivait dans une pièce, on était 5-6. Après, on est arrivé dans un HLM. Moi, je crois que c'était le château de Versailles, parce qu'il y avait un balcon, tout ça. Bon. Et on s'est retrouvés à vivre à 12 dans 65 mètres carrés, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Sophie, alors, son papa était chauffeur routier, sa maman était démonstratrice dans un grand magasin. Elle habitait dans un HLM à Gentilly, pas loin d'Arcueil d'ailleurs. Ils étaient 2 enfants, voilà. Mais c'est... et je pense que... Je sais pas, peut-être que inconsciemment, j'ai senti des trucs qui étaient pas loin de moi, qui étaient... voilà. Vous aviez quel rêve de petite fille? Moi, je voulais, dans mon petit HLM à Arcueil, je voulais être princesse. Je t'aurais rencontré, ça aurait été génial, tu m'aurais maquillée. Pas de livres, pas de films, parce que pas de télé, pas de place pour des livres? Non, il fallait pas lire. D'abord, il n'y avait pas de livres parce que c'était trop cher. Il fallait pas allumer la lumière parce que la lumière était trop chère. Donc, j'ai été vraiment élevée sans culture aucune. Ce qui est encore aujourd'hui pour moi un problème. Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours? Très vite, il fallait travailler. Donc je crois que vous avez été la première de la famille à avoir un J'ai eu CAP. mon BEPC. Ouais. J'ai eu mon certificat d'études. À l'époque, c'était très important. Ouais. Et puis, comme je voyais mes parents où c'était tellement dur, donc à l'époque, on trouvait du travail partout. On ne nous demandait pas sa carte d'identité. Ouais. Donc j'avais 14 ans et j'ai Vous êtes travaillé dans parti. une usine de condensateurs pour poste de radio. Il fallait prendre un petit machin, touk-touk, et le mettre de l'autre côté, touk-touk-touk. Combien de temps vous êtes J'avais resté? les pouces en sang. J'ai fait ça pendant 1 mois, puis après ma mère m'a dit c'est pas possible, tu vas arrêter. Mais surtout, ce qu'il y a à chaque fois, tous les métiers que j'ai faits, je me suis dit c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est pas pour ça que je savais ce qu'il fallait faire. Ouais. Et ça m'a aidé, oui, ça m'a propulsé dans autre chose. Alors, on va voir qu'après, vous vous dirigez vers de la comptabilité. Vous passez quoi, un CAP de Ouais, j'ai passé comptabilité? un CAP de comptabilité. Et puis, on commande de la comptabilité, on devient directrice de casting. Vous nous le direz tout à l'heure. Beaucoup de similitudes entre vos 2 parcours, Sarah. Ouais. Vous aussi, vous venez Ouais. d'un milieu, d'une grande famille, plein de Ouais, frères et d'une sœurs. Ouais, je suis la dernière de 10. Ah, tu m'as battue. Ah, de peu. Un peu la chouchoute, hein. Ouais, un peu la chouchoute. Des parents qui viennent de Tunisie. Voilà. Et mes parents vendaient du parfum. Et comme ils avaient eu une fille qui s'appelait Colette, ils ont appelé les parfums de Colette. Et donc, voilà, ils faisaient de toute la France. Et ils ont vite basculé dans les bonbons, dans les pralines, dans les nougats, dans tout ce qui était sucrerie. Et ils avaient, voilà, ils faisaient des enfants et ils restaient à la maison ou on partait ensemble Sur les routes. marchés, sur les routes. Donc, vous étiez la je n'ai chouchou. jamais voulu aller à l'école. Ah oui. Vous aviez des sœurs très proches de vous, dont une sœur Gisèle qui était comme votre deuxième maman. Ouais. Je dirais presque la première en fait, parce que comme ma mère partait souvent, c'était elle qui nous gardait, qui était vraiment proche de moi. Hélas, vous vivez un drame très vite, Ouais. à l'âge de 2 ans, puisque 2 de vos sœurs perdent la vie dans un accident, dont cette Gisèle. Ouais, un accident de voiture avec quelqu'un, je dirais pas le nom, mais c'était un enfant de quelqu'un de connu qui était bourré et qui les a tués. Vous diriez que ça a été déterminant pour vous, pour la suite? Ouais, quand je vais, c'est drôle d'ailleurs parce que quand je me rends au mur de Jérusalem, je prie et je pleure, mais en même temps c'est des pleurs de joie parce que je dis que si j'avais pas eu cette épreuve, je serais pas ce que je suis. Pourquoi? Donc parce qu'elle me donne la force tous les jours parce que j'ai perdu 2 autres sœurs entre-temps. Donc voilà, j'ai mes 4 sœurs en moi et elles sont hyper présentes, hyper là. Et Comme si vous viviez, comme si vous aviez à vivre pour elles elles. n'ont pas vécu, ouais. Voilà, c'est Ouais, ça. absolument, parce qu'elles sont parties jeunes, 18 et 21 ans, Ouais. les 2 premières. Alors évidemment, ça a transformé vos parents. Votre Ouais. papa s'est mis à boire. Votre maman a pris des cheveux blancs d'un coup. 24 heures. Elle s'est couchée cheveux noirs, elle s'est réveillée cheveux blancs. Et puis c'est violent, quoi. T'enterres pas 2 filles comme ça. Et tout bascule, parce que moi j'arrive, je suis la petite chouchoute, évidemment, je suis de bras en bras. C'est la joie. Et puis après, 2 ans après, c'est que des larmes. Et Votre mère passe beaucoup de temps au cimetière. beaucoup de temps au cimetière. Elle se cache parce qu'en France, on ferme les cimetières à 18 h, donc elle se cache pour dormir sur leur tombe.
Et elle fait plusieurs tentatives de suicide et autres. Donc je passe à vivre beaucoup chez ma tante. Et donc j'ai une vie où il fallait que je me raccroche à quelque chose et donc pas du tout aller à l'école, très peu. On m'obligeait, mais je me sauvais. Et puis votre sœur devait être coiffeuse et elle avait reçu Alors, voilà. son certificat qui est arrivé Voilà, peu de c'est temps ça. après sa mort. Ouais. Et votre mère vous demande de suivre ce chemin. Comment vous réagissez? Elle me dit, il y en a marre, il faut que tu apprennes un métier, c'est pas possible. Non, mais tu vous peux pas dites suivre quoi? avec nous. Et elle me met dans une école, mais même pas que je demande. C'est-à-dire, donc j'arrive à l'école, il était hors de question. Donc dans une école où il y avait tous les métiers. La coiffure, l'esthétique, la photo, la cuisine. Et ben moi, je me promenais dans les couloirs, j'étais jamais dans les classes de coiffure. Et puis, ouais, je préférais la photographie, je voulais faire aussi de la déco. J'adore la déco. Et puis, j'avais des profs très, très sympas qui me disent « Mais non, Sarah, faut quand même... voilà, viens prendre ton CAP, viens prendre ton diplôme, tu verras après ce que tu fais, mais c'est dommage et tout. » Et alors, le jour du CAP, quand même, vous avez une idée originale qui séduit manifestement. Ouais, en fait, c'est parce que j'y vais vraiment en me disant « Je m'en fous. » Voilà, j'allais perdante. Et donc, j'avais pas de modèle homme. Et là, la prof me dit « Mais non, Sarah, sors dans la rue, va chercher quelqu'un, fais quelque chose, trouve-toi un modèle. » Et là, il y avait un clochard. Un clochard devant l'école, quoi. Comme ceux qui m'attendaient, vraiment. Donc, je prends le clochard avec tout ce qu'il peut avoir, quoi. C'est-à-dire l'odeur. Et donc, j'ai dit « Écoute, rends-moi service, je fasse mon CAP coiffure. » Et voilà. Donc, je le traîne, je l'emmène avec moi. Et évidemment, le résultat est fou, parce que quand tu passes de quelqu'un qui a de la barbe, qui sent mauvais, qui a des cheveux longs, et là, tout d'un coup, tu découvres que le mec, il a les yeux de Brad Pitt, quoi. Tu vois, il est super beau, et qu'il a dessoulé en 4 secondes. En plus, à l'époque, mais je pense encore aujourd'hui, on faisait des barbes au coupe-chou. Ouais. Donc, il ne fallait pas couper. C'était, tu avais vraiment des centres, des moments. Et le mec, il flippait vraiment, quoi. C'était drôle. Et voilà, je l'ai rendu. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de l'examen, il n'était plus dans ses cartons. Oh. Donc, peut-être il a eu un... Chapeau. Grâce à vous, un autre destin. Un autre destin. Alors, vous décrochez votre CAP, et puis on verra tout à l'heure le premier boulot, et puis on va voir à quel moment vraiment vous commencez à prendre du plaisir à faire ce métier-là. On va s'intéresser au parcours de Bouzouk. Alors, donc vous, milieu modeste aussi. Grand point commun, c'est la grande famille. Ouais. Combien de frères et sœurs? Frères et sœurs. J'ai 2 frères, j'ai 3 sœurs. Moi, je suis juste au milieu, quasi. Ouais. Et donc, des parents hyper occupés, commerçants. Et donc, c'est quasiment, je dirais, l'école qui va me former. Donc, directement... Et très vite, vous êtes attiré par la prêtrise. Oui, c'est-à-dire que, mes parents habitent à quelques mètres d'un couvent. Et donc, je suis toujours dans les jupes des sœurs. Une en particulier? Oui, bien sûr. Il y en a une vraiment qui depuis que je fréquente le pensionnat, est ma seconde mère, Euphrasie. Et donc cette sœur qui était qui était encore avec les grandes cornettes, donc c'était assez impressionnant, c'était très mystérieux. Ouais. Puis après, j'ai été dirigé directement dans un collège, qui était un collège jésuite, où j'ai passé 12 ans de ma vie. Donc, on passe pas 12 ans chez les jésuites sans être vraiment un tout petit peu marqué par la chose. Ouais. Bon, et ça a duré, je vous dis, jusqu'à mes 14 ans, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui se passe là, à 14 ans? À 14 ans, les hormones arrivent, et donc je comprends que ce sera vraiment pas... C'est-à-dire que vous commencez à désirer des filles? Voilà, bien sûr. Et donc, je continue mes propres passions, qui sont le dessin, qui sont la peinture. Déjà, ça me taraude. Je n'ai pas un cahier qui ne soit pas une histoire, qui ne soit pas une fable, qui ne soit pas, je dirais, un carnet de couleurs. Et donc, déjà, ça me taraude. Mes parents voulaient évidemment que je sois aux études. Bon, j'ai eu cette chance d'être, je crois, un bon élève. Et mes parents, voyant le bulletin, et puis conseillés aussi par les professeurs, directeurs du collège, disaient, voilà, la profession qui pourrait être idéale, ce serait, pourquoi pas, un médecin. Et en fait, quelque part, déjà, quand même, me poursuivait l'idée que je pourrais rendre les femmes belles en étant peut-être, pourquoi pas, chirurgien esthétique. Donc, c'était l'idée qui, quelque part, me réconciliait avec déjà que la médecine. Mais j'ai vite compris que ce ne serait pas le cas dès que j'ai disséqué ma première grenouille.
Vous avez tenu combien d'années en médecine? J'ai 3 ans. Donc j'ai compris que ce serait vraiment pas pour moi. Donc passion qui me revient très très vite, qui est la couleur. En même temps, donc je peignais énormément, enfin je dessinais énormément, j'écrivais un peu aussi à l'époque. Donc, quand vous avez dit à vos parents que vous arrêtiez vos études de médecine pour Ça ne leur a devenir pas peintre, vraiment fait plaisir. Ouais. Donc il a fallu que je me débrouille Mm. tout seul, comme un grand. Et donc c'est là où c'est ça qui est passionnant dans la vie, c'est les rencontres, les belles rencontres, c'est les moments fabuleux qui font que tout à coup les portes s'ouvrent. Il n'y a rien de Alors, plus on magique verra qu'une que- porte qui s'ouvre. On verra que vous avez fait une belle rencontre qui vous a ouvert d'autres portes. Oui. Vous avez quand même galéré un petit peu en tant que peintre et Oui, bien vous entendu. n'aviez pas forcément même les moyens d'acheter vos tubes de peinture jusqu'à ce qu'une autre porte s'ouvre. Vous nous raconterez. On va revenir à Françoise. Donc, on vous a quitté tout à l'heure. Vous vous dirigez vers un CAP de comptabilité. Vous avez démarré comme comptable avec un salaire mirobolant à l'époque de 800 francs par mois. C'était un truc de dingue. Et 4 francs d'indemnité de déjeuner. Donc, quand vous aviez je- 17 ans. Hein, c'était pour votre Ouais, et quand je suis premier... rentrée à Arcueil et que j'ai montré à mes parents, oui, j'avais touché l'euro-million, quoi. Et en fait, on me met le lendemain sur les payes de toute la société. Et je m'aperçois que j'ai le plus petit salaire. Et je découvre, bon, et je me dis donc il y a encore des marches à monter. Ouais. Mais c'était pas du tout pour moi. Pas du tout pour moi. Ah Donc je suis très vite passée. Je suis allée à la foire Les Ferrailles. Mon père m'a acheté une machine à taper à la machine. J'ai appris la sténo toute seule. Et là, je suis passée au secrétariat. Puis après, j'étais secrétaire de direction dans une grosse boîte. Et puis un matin, je me suis levée, 7h du matin, j'avais 26 ans, je n'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Et je me dis, je vais pas passer ma vie à me lever tous les jours à 7h pour aller au même endroit, voir les mêmes gens. Et j'ai tout laissé tomber alors que pour mes parents, j'avais réussi parce que j'avais une voiture de fonction, j'avais un appartement de fonction. Bon, j'ai tout laissé tomber. Et là, c'était une période un petit peu difficile après. Alors, Bon. c'était quand l'histoire du yacht? Quand j'ai donné l'émission et que je suis partie, le président, qui m'estimait beaucoup, un jour m'appelle en me proposant de venir le rejoindre sur son yacht. Et je suis arrivée à Bonifacio, enfin j'étais sur ce yacht, on arrive à Bonifacio, et il y avait sur ce yacht un scénariste extrêmement sympathique, et on descend boire un verre sur le port de Bonifacio, et d'un seul coup arrive Claude Brasseur, qui était un ami de ce scénariste. Comme quoi le destin. Hein. Et puis là, donc, on prend un verre avec Claude, tu vois, et il était au creux de la vague, Claude. Il allait commencer un film de Lautner, je crois, avec Mireille d'Arc, je sais plus, mais il était vraiment au creux de la vague, bon. Et puis on parle comme ça, puis je lui dis que je cherche du travail, que je sais pas très bien quoi faire, mais machin. Puis il me dit, est-ce que tu veux que je parle de toi pour faire un stage à la mise en scène? Et il parle de moi à Gérard Pires. C'était un film qui s'appelait Attention les yeux, qui était une espèce de parodie de film porno, dans lequel il y avait Auteuil, Trintignant, Anémone et Brasseur. Voilà. Donc je me suis retrouvée stagiaire là-dessus. J'étais payée 100 francs par semaine et je payais 400 francs de loyer. Donc voilà. Et puis après, on m'a appelé pour un autre, William Klein, pour être assistante. Et puis ce metteur en scène, William Klein, m'a amené... il faisait un film de publicité. Et c'est là un jour où le patron de cette boîte m'a dit, est-ce que tu veux faire du casting? Et j'ai dit, c'est quoi? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Ben, il me dit, il faut trouver des acteurs. Et je dis, mais on les trouve où? Et il me dit, je sais pas, tu te débrouilles. Bon. Et j'ai dit, banco. Et alors, Allez. on vous a demandé de chercher quoi la première Oh là fois? là. Premier casting, il fallait que je trouve le sosie de Khrouchtchev et de Kennedy. Et te dire à quel point j'étais totalement Et ignorante. alors, comment vous y êtes prise? Pour le sosie de Khrouchtchev, j'ai fait toutes les églises orthodoxes de Paris, alors que Khrouchtchev résorbe à plein de gens, tu vois. Ouais. Pourquoi? Bon, bref. Bah, j'ai cherché, et c'est là où, d'un seul coup, quand on est confronté à... Puis, ce qui est intéressant avec nos démarrages à tous les trois, comme ça, c'est qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Donc, on y va. On y va, on se dit peut-être qu'il n'y a pas papa et maman derrière qui vont pouvoir m'aider à manger. Et je trouve que ça donne une force incroyable. Même moi, je suis étonnée du culot que j'ai pu avoir
du truc et de surtout cette belle étoile, quoi, parce que, voilà. Donc, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, moi. Voilà, faut y aller. Qui n'essaie rien, n'a rien. Alors, Sarah, vous obtenez votre CAP, mais vous n'avez pas forcément envie de travailler. Et là, vous avez une copine avec laquelle vous faites les 400 coups, je crois. Oui, c'est ça. Hein, ça commence comme ça. 400 coups, le bus existe, le palace. Donc on a 18 ans, on veut sortir. Hein. Ouais. Et on découvre Madonna en plus, donc c'était Like the Virgin toute la journée dans la chambre. Et pas du tout envie de travailler. Sauf qu'il se trouve que sa mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors sa mère avait une boutique de manteaux de Vison. Waouh. Ouais. Ou dans le 8e? Ouais, dans le 8e, Ouais, il faut donc ça va. Saint-Honoré. Ça allait quand même, sa mère. Ah oui, non, Ah, ils étaient au ouais. top. Ouais, Eux, ils étaient ouais. au top. Et d'ailleurs, c'est dingue, parce que moi, d'une famille de 10 enfants, jamais d'argent, Ouais. je ne fréquentais que des gens comme ça à Deauville, qui étaient blindés, que des gens qui étaient... Et donc, toujours un peu fière, quoi. Oui, mais t'as pouvoir pas les été fréquenter. envieuse. Du tout. Moi, j'ai jamais été envieuse. Jamais. Je faisais plutôt rire tout le temps. Ouais, et- ouais. Mais quoi, vous diriez que vous étiez opportuniste ou pas du tout? Non, j'ai eu justement pas ce hasard ou cette chance de pouvoir d'être tout de suite avec des gens de pas de même. On n'était pas socialement pareil. Non, mais quoi. enfin, vous Donc, les faisiez rire, vous les intéressiez. Ouais, voilà. Vous aviez une énergie. Voilà, exactement. Et un C'était ça. regard pétillant, Exactement. un regard malin. C'est ça. Et alors donc, c'est la mère de la copine, elle en a ras-le-bol de vous voir faire la Elle en fête a toute surtout la ras-le-bol journée. de sa fille qui, Ouais. justement, parce que plein d'argent, Ouais. va même pas à l'école, part à New York tous les 10 minutes. Donc, et elle en a là, ras-le-bol. elle me dit, c'est génial, j'ai une place pour toi. Christophe Carita a besoin d'une assistante. Je t'emmène demain matin. Je me dis, waouh, Sarah, tu rentres pas chez Bob Coiffure, quoi, Ouais. tu vois. Tu montes les escaliers, tu croises Fanny Ardant, tu coiffes, ouais. tu croises Mireille d'Arc, Catherine Deneuve, tu dis, je suis où, quoi? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Bon, Qu'est-ce bah, qu'il d'accord. vous dit, le premier truc qu'il vous dit? Allez chercher Non, vos affaires. alors, le joke, c'est que j'arrive, moi je suis super timide, t'as 300 employés. Vous êtes super immeuble. timide, vous? Non, pas du tout, mais je l'étais quand même. Parce que t'arrives là-dedans, tu dis, ouais, c'est plus Bob Coiffure, justement, Ouais, tu vois. ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Mais donc, on me met en bas dans les vestiaires, on me met tout de suite une blouse blanche, on me tire les cheveux. J'avais 18 ans, j'avais déjà un lifting. C'est un truc de fou. On me maquille comme une femme d'aujourd'hui. Et puis, on me fait monter au 2e étage. Christophe coiffait dans les loges privées. Et il arrive et il me regarde, donc mon petit bout de chou quand même, tu vois. Et machin, il me dit, vos affaires, ils sont où? Ah ben, j'ai dit, ils sont en bas. Et ben, il me dit, allez les chercher. Ben, d'accord, donc je descends. Et puis moi, je remonte avec mon jean, mes tags. Il me parle de mes affaires. Je vais dire, un mot est un mot. Et comment il m'a pas dit mon réagit? matériel non Ouais. plus, Ouais. tu vois. Ah ben, ça commence bien. Et ça l'a fait rire, en fait, non? Ça l'a fait rire, ouais. Ouais. Ça l'a fait rire. Il était en train de coiffer qui? Barbara. Quand même. Ah là là. Et alors là, quand même, ça vous a fait un petit choc. Ah ben, j'ai dit, c'est génial. Ouais. Ouais. Alors que là, il vous fait faire quoi? Pour Et commencer? là, non, là, je commence vraiment avec lui. C'est-à-dire, j'étais devenue un meuble, si tu veux. Mais quoi? J'avais les séchoirs à droite. Mais J'avais. auprès des Comme- célébrités? Ouais, il est pas très. Christophe faisait ça. que des célébrités. Ouais. 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 Donc quoi, vous avez posé des rouleaux à Catherine Donc Deneuve? j'arrive dans la loge, je le suis, il commence à mettre les rouleaux. Il me dit, bon, bah, finissez, parce qu'il avait une autre cliente. Ça, c'était 2-3 jours après. Et donc, je mets les rouleaux de Catherine à Catherine Deneuve. Et donc, j'en mets trop, bien sûr. Et elle ne rentre pas sous le casque. Donc, j'ai enfoncé. Parce que rentre chez pas Carita, il y avait des fauteuils comme c'est ça. drôle. Et les séchoirs étaient derrière. Donc, je l'installe et tout. Et elle me fait confiance, tu vois, toujours en train de fumer. Une femme extraordinaire. Elle avait tellement de cheveux. Je crois qu'il y en a. Tellement de cheveux, mais elle pourrait en donner. Franchement, et elle en a encore. Il est sublime. Ouais. C'est-à-dire, tu mets un rouleau, ça prend le pli, quoi. C'est Oh là là. Vénarde. c'est le cheveu parfait pour tous les coiffeurs du monde. Ah bon. Et alors, Et comment donc, vous avez fait? et donc, ça rentre pas. Ouais. Ça rentre pas et tout. Et elle me dit, bon, laisse, je vais les mettre. Et donc, elle se remet devant la coiffeuse, elle enlève les rouleaux. Et elle met effectivement des plus petits, quoi. Parce que, bon, elle avait peur que Christophe arrive et tout. Mais très sympa, elle avait vu mon début d'expérience, en fait. Et le rapport aux cheveux? Ah bah tout de suite, j'ai vu tellement la facilité des doigts de Christophe Carita. Il faisait un chignon banane en 4 secondes, quoi. Catherine Deneuve, elle n'a jamais eu, je crois, un chignon banane aussi beau qu'avec Christophe. Et vous dites que le cheveu parle. Vous parliez des cheveux de Catherine Deneuve, vous dites que c'est un cheveu magnifique. Ouais, Qu'est-ce moi je qu'il trouve dit, que le le cheveu cheveu, c'est la continuité de l'âme. Et que d'abord, il vit 40 jours après notre décès.
Donc, c'est pas pour rien. Toute l'ADN est dedans. On sait toutes les vitamines qui nous manquent, toutes celles qu'on a en trop ou pas. Et puis, ouais, ça te parle, quoi. Je dis pas que je parle aux chevaux, mais je parle aux cheveux, c'est sûr. Elle murmure aux cheveux. C'est sûr. Qu'est-ce que Oui, ils me parlent, en tout cas. les cheveux de Bouzouk, par exemple, ils disent quoi? Bah, ils disent qu'ils sont trop attachés, ils disent qu'ils veulent vivre, ils disent qu'ils veulent parler, qu'ils veulent un peu d'air, quoi. Ils sont tout le temps attachés. Et ceux de Françoise? Ça manque d'énergie, mes cheveux. Ouais. Et pourtant, j'en ai. Mais en même temps, coiffer tout le temps pareil. Ça t'a Quoi? jamais vraiment changé, Non, non. à part de quelques longueurs, mais jamais. J'avais plus long, mais j'ai jamais changé. Ouais. Ouais. Et ça Et les miens t'ennuie, t'aurais préféré que j'ai autre Ouais, chose. je trouve que les habitudes vieillissent plus que les rides. Alors, vous lui feriez Et que quoi, c'est par pas exemple, à mal. Françoise? Mais pas forcément plus court, mais Comme Sophie, si tu veux. oui, ça serait pas mal. Ouais, ça Comme serait pas Sophie. mal de donner du volume au-dessus. Ouais. J'ai pas de volume. Bah, justement, faut en créer. Et alors, les miens, ils disent Ça quoi? se crée. Voilà. Non, ils sont bien. Ah ouais, ils sont bien. Ouais. Non, bah, là, vous le dites ça pour me faire plaisir. Non, vraiment, ils sont bien. C'est ni court ni long, je trouve. Ça Parfait. reste féminin Ouais. et ça a du caractère. Mais ça a de l'énergie quand même. Ouais, ça Ah a ouais. de Ils l'énergie. sont pas moumous. Non, Bon. ça a de l'énergie. La couleur est bien, vraiment. Bon, après ce Non, ça petit lui va, cours, ça après ce petit cours sur les cheveux, on va s'intéresser au parcours de Bouzouk. Donc alors là, on en est. Vous décidez de devenir peintre. Oui. C'est un peu difficile quand même financièrement. Vous, En vous fait, galérez un peu. Voilà, j'ai un atelier. Oui, ça marche pas terrible, comme tout jeune peintre. Ouais. C'est toujours assez difficile au départ. Ouais. Et puis, bon, là, je vis avec une très jolie jeune fille à l'époque qui s'intéresse beaucoup au milieu de l'esthétique. Et donc, en tant que future esthéticienne, elle doit rencontrer pas mal de gens, dont des grands qui débarquent à Bruxelles, dont un certain monsieur qui est monsieur Olivier Chouenne-Maison, donc qui est à l'époque grand créateur pour le maquillage, qui débarque à Bruxelles pour faire ce genre de promotion, vous savez, où grand visagiste international peut vous conseiller. Hein. Et donc, tout simplement, j'arrive dans ce grand magasin et discussion avec lui assez directe sur la couleur. Donc, je suis pas du tout maquilleur, je suis pas du tout. On discute de couleur, tout simplement. Et donc, il accroche en fait à ce que je lui dis. Et je lui explique aussi que, pour le moment, ça va pas trop bien et que je pense même que je vais arrêter la peinture parce que je peux plus acheter mes tubes de peinture, tout simplement. Et lui me dit, du coup, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas du maquillage? Le maquillage, c'est de la couleur. En plus, bon, c'est sur une matière noble, c'est la peau, c'est de la sculpture, c'est vivant. Et je dis, pourquoi pas? Et il me propose donc simplement, je dirais, de le regarder pendant quelques heures, de voir si ça me convient. Et j'accepte, donc je le regarde travailler. On s'entend très très bien et ça s'arrête là. Sauf qu'une semaine, c'est là où il y a les rencontres, une semaine plus tard, je reçois un coup de fil de Olivier Chouenne-Maison me disant « Écoute, il y a une place qu'on me propose à Milan, je ne peux pas le faire. Et donc, si ça te dit, on cherche un directeur artistique. » Moi, je le regarde, je dis « Bon, ok. » Carrément, un poste Oui. de directeur Voilà. artistique. Oui, et comme bon, je suis peintre, comme je suis... Bon, je dis, je vais voir. Bon, j'ai 10 € dans ma poche. C'est 10 € qui suffiront pas pour partir à Milan, mais bon, j'emprunte ce qu'il faut. J'arrive à Milan, j'arrive dans la société, et donc je vois 10 ou 15 personnes, je ne sais plus très bien, qui sont là pour le poste. Et on nous demande, on donne à chacun un petit calepin. Voilà, vous allez nous dessiner une collection. Et sur ce que vous allez nous faire, on choisira celle ou celui qui le mérite. Et bon, moi, un petit calepin, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je peins des 2 mètres sur 3. Donc, Ouais. je dis non, je dis donnez-moi un mur. Ouais. Et on me donne un mur. Donc, il y a un vieux mur pourri. Et je dis, bon, j'ai besoin un peu de couleur. On me donne la couleur. Je peins le mur. Ouais. Et un petit miracle, bon, j'ai terminé mon mur. Donc, on allait avoir les nouvelles le lendemain. Mais le soir même, donc, il y a le CEO qui débarque. Et en entrant, il dit, tiens, vous avez acheté une nouvelle œuvre? Il dit, ah ben non, c'est le petit gars qui est là, qui a peint le truc. Et d'office, il dit, c'est lui qui aura le poste. Voilà. Bon. Et là démarre une vie Et donc, dingue. 10 jours plus tard, après avoir rencontré pour la première fois quelqu'un qui s'occupe vraiment de maquillage, je suis directeur artistique Incroyable. d'une marque maquillage. Vous restez combien de temps à Milan? Je reste 9 mois.
Une vie de dingue. Il y a quelque chose d'assez magique aussi dans le rapport à la peau qui m'a séduit directement. La légèreté d'un maquillage qui peut vraiment donner quelque chose de supérieur, une protection, quelque chose qui habille l'âme de la femme. Et là, ça m'intéresse énormément et je comprends que c'est vraiment quelque chose qui va me passionner. Et depuis, donc, automatiquement, voilà, ça me passionne. Le monde me passionne aussi, parce que c'est Milan à l'époque, c'est aussi le Milan très fou. Donc, aussi des rencontres, beaucoup de rencontres. Et là, je rencontre des mannequins, je rencontre beaucoup de personnalités qui viennent aussi des États-Unis. Et là, donc, invitation à partir pour New York. Vous allez nous raconter tout à l'heure. On va revenir au parcours de Françoise, qui donc devient directrice de casting dans la pub. Vous avez casté pour combien de films de pub? Environ 400. Pas mal. Et c'est là où j'ai fait démarrer où j'ai fait l'équipe du Splendide, qui n'était pas connue du tout. Et celui qui avait le plus de succès en pub, c'était Bucel Blanc. Donc j'ai fait. Ah oui? C'était une façon pour eux de gagner leur vie, tu vois. Bon, voilà. Donc on est toujours restés proches. Voilà. Et on en parle encore avec Michel. Il me disait, tu te rends compte quand je pense qu'on m'a fait manger des sardines toute la journée, alors que je déteste ça. Il y en avait beaucoup des directeurs de casting à l'époque? Non, on était très peu nombreux, on était 4 à peu près. Moi j'ai commencé en même temps que Dominique Besnéard. On était 4, aujourd'hui il y en a 150 à peu près. Vos parents, ils en pensent quoi de tout ça? Comment ils vivent? Aucune idée, ils m'en ont jamais parlé. Ils parlent sont maintenant. fiers quand même ou ils disent rien? Non, ils disent rien. Je sais qu'ils sont fiers de leurs enfants, qui s'en sont sortis. Mais jamais, j'ai la moindre question sur mon travail. Ouais. Jamais. Même si ils voient un film sur lequel j'ai travaillé, même quand je suis passé à la télévision de temps en temps, ils regardent, ils disent rien. Rien. Ah ouais. Et Rien ils font du un tout. commentaire sur votre train de vie, sur votre appartement, ils Jamais. vous posent des questions sur votre manière de vivre? Jamais. Ils ne posent aucune question à aucun de leurs enfants. C'est très étonnant. Hein. Parfois, on se sent gêné de mieux gagner sa vie, de sortir du milieu d'où on vient. Mais alors, François, ça a dû être difficile de côtoyer ces stars, parce que j'imagine que vous avez dû être confronté à des futilités, à des caprices. Ce sont des gens qui ne vont jamais bien. Parce que quand ils commencent, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de réussir. On ne va pas leur jeter la pierre. Et quand ils y arrivent, ils sont extrêmement mal parce qu'ils ont peur que ça s'arrête. Et ce sont des gens qui ne vont jamais bien. Et il y a un narcissisme déjà dans le fait de dire « je veux être acteur ». Et ça, je leur dis toujours à tous, c'est « aimez-moi ». Si je veux être acteur pour ne pas être connu, ce que me disent certains, je dis « joue devant la glace de ta salle de bain ». Évidemment pas. Mais oui. Et quand tu vas au théâtre et que tu vas les voir dans les loges, tu as intérêt à leur dire, d'abord, tu n'as même pas besoin de poser la question, comment tu m'as trouvé, comment tu m'as trouvé. Bon, et c'est une démarche particulière, le fait d'être acteur. C'est vraiment un côté très, très narcissique. Moi, je fais rarement de dîner avec des acteurs, je vois très peu d'acteurs dans ma vie, parce que souvent, ils me gonflent. Voilà. Pardon. J'ai envie qu'on parle du dernier bouquin qu'on a lu, je sais pas un peu, et à chaque fois, ils ramènent tout à eux. Alors, sauf Alice Taglioni, alors? Alors, Alice, c'est quelqu'un d'à part. D'abord, Alice, je crois, moi, je l'avais vue dans un cours, je préparais la doublure de Francis Weber, bon. C'était pas la meilleure, mais je me suis dit, mais ce physique, c'est incroyable, quoi. On n'a pas ça en France. Ouais. Je me dis, il faut que je la sorte de là, faut... Bon. Alice, elle est pas... Pourquoi? Parce que c'est une grande concertiste, c'est quelqu'un qui a bossé comme une folle son piano depuis la tendre enfance. Et donc, ça demande de la rigueur. une humilité, de la rigueur. Une construction. Complètement. Et puis, au début, elle ne savait pas si vraiment elle voulait être actrice ou pas. Mais maintenant, ça y est. Elle a vraiment envie de faire ça. Bon, maintenant qu'elle a fini de faire ses enfants, j'aimerais bien enfin qu'elle retrouve un vrai rôle. Bon. Et c'est quelqu'un qui... J'ai dit, elle a trouvé un joli mari. Hein. C'est ça que j'allais le dire. Eh ben, ils sont jumeaux, tous les deux. Ah, ils sont très Je beaux. les vois dans la vie, comme ça. Ouais. Et leur petite fille, c'est un mélange de deux. Ils sont beaux. Hein. Vous avez eu le temps de trouver l'amour dans tout ça, en vous occupant tellement, en donnant tellement à tous les acteurs dont vous êtes occupé? Alors moi, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants. Je voyais ma mère enceinte tout le temps. À chaque fois, c'était une catastrophe. À chaque fois, mon père lui parlait plus.
Comme si elle l'avait fait toute seule, mais bon, c'est comme ça. Et je me disais, surtout pas cette vie-là, surtout pas ça. Et en fait, à 30 ans, il y a une forme de... Peut-être certainement une panique. D'horloge biologique, Ouais, comme on dit. bon, je suis tombée sur un homme... oui, évidemment, c'est un homme. Enfin, j'aurais pu être une femme, mais je suis tombée sur un homme qui m'a demandé en mariage, qui m'a dit, je veux que tu me fasses 2 enfants. Quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui m'a emmené vers d'autres univers, quelqu'un qui m'a appris à mettre le couvert, a appris des choses que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai eu 2 fils. Et j'ai découvert la maternité. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, mais heureusement que tu as eu des enfants. Ça m'a donné une force dans ma vie. J'en ai déjà une, je crois. Mais le fait d'avoir des enfants m'a boosté encore plus. Et c'est aujourd'hui... je suis grand-mère depuis un an et demi. C'est la seule chose que j'aime. Enfin, j'aime. Il y a plein de gens que j'aime. Mais mes enfants, c'est mon nombril, quoi. Ils ont 36 et 30 ans. Alors, Sarah, vous aussi, vous avez été attirée par ce milieu du cinéma. Donc, vous adorez votre métier, vous prenez de passion, vous coiffez des acteurs, des actrices, et vous allez plus loin. Vous démarrez dans le cinéma avec quel film? Avec Pédale douce. Et Donc j'ai fait du salon, j'ai fait des défilés, j'ai fait de la mode. Je voulais toucher un petit peu à tout, puisque c'est vrai qu'on a des métiers, coiffure et maquillage, où on peut un peu être dans plein de rôles différents. Et je voulais un peu toucher tout. Après, Christophe est décédé. Et c'était dur de rentrer dans un autre salon, mais j'ai eu encore la chance d'avoir comme patron Jean-Marc Magnatis, où là, il m'emmène sur les plateaux, il m'emmène partout. Chez lui, on coiffe déjà des gens du milieu de la production. J'ai commencé à couper les cheveux à Marc Lavoine, c'était mon premier client. On est en 83, 84. Et donc, vous embrayez sur les plateaux de cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît, là? Il y a une dimension artistique qui vous intéresse, parce que là, en plus, c'est fou. C'est le cuisinier qui m'a dit, toi, tu veux manger quoi? Je sais pas comment ça se passe. Tu vois, sur les plateaux, t'arrives, t'es vite une famille, quoi. Je dis, non, mais c'est mon premier jour. Ah il me dit, pour un premier jour, je crois que t'étais là depuis le début, quoi. Alors, voilà, donc tout de suite, t'es à l'aise. Quand, effectivement, t'arrives d'un milieu comme le mien, populaire, de marché, j'étais vite à l'aise. Donc, je suis rentrée dans cette famille-là et je découvre le cinéma. Et j'ai adoré la caméra, j'ai adoré l'œilleton, j'ai adoré créer, j'ai adoré... Et je veux faire du cinéma. Alors, créer, c'est-à-dire travailler aux côtés des réalisateurs pour trouver la coiffure qui va bien. Exactement, de lire un scénario. Vous dites que vous avez apporté l'innovation avec la coupe. Ouais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, dans le cinéma, il y avait beaucoup de coiffures, quoi. Il y avait beaucoup de... on coiffait beaucoup. Donc, il y avait peu de coiffeurs qui arrivaient de salons où on coupait les cheveux. Et donc, voilà, moi, j'arrivais avec cette technique-là et c'était un peu étonnant. Et pour l'anecdote... je dois couper les cheveux à Richard Berry. Et donc, je dis à Richard, non, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord. Moi, je venais d'arriver. Je faisais en plus c'est pas moi qui faisais le film Pédale douce. Moi, je suis arrivée Ah oui, tu es venue en renfort. Voilà. Et donc, il me dit, si, il faut me couper les cheveux. J'ai dit, écoute, moi, si je te coupe les cheveux, tu vas voir entre la soie et le cachemire. Il me dit, je veux voir, alors. Et donc, je lui coupe les cheveux. Et effectivement, il me dit, mince, pourquoi je t'ai pas connue il y a 20 ans? Donc là, il y a eu des rencontres sympas, des amitiés super qui sont rencontres. créées. Et puis après, c'est le bouche-à-oreille. Et après, c'est le bouche-à-oreille. C'est les acteurs qui choisissent. Exactement. C'est les acteurs qui choisissent leur coiffeur et leur maquilleur. Ouais, Il y a eu des demandes un peu dingues. Ouais, après, ça a tout de suite suivi, quoi. Richard, il m'a tout de suite emmené sur un téléfilm avec José Dagnan en Belgique. Après, j'ai fait tout de suite Jacques Gamblin et Elsa Ziebenstein, Zabou Bretman. Votre plus grande fierté, Sarah? Avec Jean-Yann, qui m'appelait On achève bien les cheveux, dans la dépense du Charrier. On achève bien les cheveux. Votre plus grande fierté, c'est quoi? Inconsciemment de les avoir gardés copains, quoi, en fait. D'avoir rien fait pour ça et d'avoir, voilà, je pense, des gens dans ce milieu. C'est aussi ton talent, parce que c'est tellement important, la coiffure. Vous aussi, oui, mais comme je les rassurais quelque part, je pense qu'il n'y avait pas, voilà. Vous aussi, vous êtes un peu nounou, vous leur remontez le moral. Exactement. Il n'y avait pas que de la coiffure, il y avait... moi, je sais vraiment
elles vont se reconnaître, et les acteurs aussi, ou combien le matin, quand tu les as en main, elles ont douté de la veille, elles ont douté de leur moment, de la caméra, mais non, j'étais trop près, c'était pas ça, et que tu les rassures. Ouais. Alors après, moi, j'ai cette différence, c'est que je suis très honnête. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas être faux cul non plus. J'y arrive pas. J'ai jamais réussi. Donc, Du quand coup, ils ont ça été plaît mauvais, ou vous ça leur plaît dites pas. Ouais. Eh ben ouais. Et ça dites, plaît, Flo. ça plaît pas. Voilà. Vous dites comment? Bah, j'ai dit non, je te trouvais un peu pas génial, quoi. Je trouve que tu peux faire mieux. Après, tu as des gens très intelligents, avec Gérard Lanvin, où ça a été magique. On a travaillé 12 ans ensemble. Ouais, ouais. Et dans mon regard, il voyait si c'était bien ou pas bien derrière la caméra. Ouais. Et voilà, et on avait cette complicité. Ça plaît pas toujours au metteur en scène, évidemment. Il y a Ça des plaît gens pas non qui plus. se sont fâchés, il y a eu des disputes. Beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a la costumière qui décide un peu de tout. Non, alors toi, tu arrives, c'est pas toi qui dois décider, tu dois suivre un dessin. Dans ma cocotte, moi, si je suis pas dans un salon de coiffure. Donc j'ai aussi mon goût, j'ai mon regard, et je crois qu'on m'a fait beaucoup confiance aussi pour ça. C'est que j'ai apporté un plus, c'est-à-dire j'aimais bien. Alors souvent, mes créations, je les trouve dans la rue. Bizarrement. C'est-à-dire C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui ressemble à une actrice ou un acteur, je le photographie dans Ah oui. ma tête. Ouais. Vous inspirez des gens je que vous voyez dans la m'inspire, ouais, absolument. Et c'est souvent, ça marche souvent. Ouais, moi aussi, je disais à midi que Ouais. j'adore me mettre à une terrasse d'un café et de regarder tous ces profils. Oh, j'aimerais bien me mettre sur une terrasse dans un café. Bah, mais... t'as qu'à le prendre. Alors ça, Ouais, c'est tout à fait possible. j'aimerais Tu bien prends le temps. prendre. Mais Ouais. tu t'organises mal. Tu T'as prends le raison. temps. Tu dis, voilà, pendant une va demi-heure, je vais prendre un changer, café. Et c'est fascinant de regarder C'est tous ces d'ailleurs un profils métier, de de gens. renifler l'air du temps. Et moi, Ouais, je fais comme toi. J'ai des images comme ça qui s'impriment ou dans le métro ou dans le Ouais. bus. Bon. Et c'est fascinant de regarder les gens. Moi, j'ai toujours adoré ça aussi. Ah, moi, j'adore Ah, ça. moi aussi. Je Terrasse peux des vraiment cafés, passer. regarder passer les gens. Ouais. Mais Parce ça, que ça aide. Enfin, moi, Ah ça ouais. m'a nourri beaucoup, ça. ouais, absolument. De regarder. Bon, j'essaie d'être discrète, évidemment. Pas, Alors, Bouzouk, vous partez d'une rencontre après Milan qui vous emporte Voilà. à New Donc, York. je suis invité à New York. Et voilà, c'est là où les choses peuvent se démettre. J'arrive à New York et la personne qui m'a invité à New York est appelée de l'autre côté des États-Unis, à Seattle. Et donc je me retrouve devant un appartement vide, devant rien, sauf un contact qu'on m'avait donné d'une personne qu'il fallait absolument que je rencontre si j'allais à New York. Et comme c'était la seule personne que j'avais sur cette carte, je dis bon, je vais téléphoner, je vais voir de quoi il s'agit. Et donc, je me dirige vers Fifth Avenue. Et donc, tout simplement, je sonne chez la personne indiquée. Et j'arrive devant une petite dame de 94 ans qui me regarde. Elle était avec sa cigarette. Elle avait le chignon, justement, encore comme dans les années 40, en petit tailleur. Elle me regarde, elle me dit bon, oui, d'accord. Et vous, donc, vous venez de Belgique? Oui, oui. Elle était en fait belge également. Elle avait émigré dans les années 40, et épousé un prince iranien entre-temps. Et donc, elle me dit tout simplement je crois que vous allez pouvoir loger ici. Par contre, je vais vous demander une petite chose, un petit service. En fait, elle était présidente des protectrices animaux aux Ouais. États-Unis. Elle a dit, vous allez nourrir les pigeons Ouais. matin et soir. Ce sera votre loyer. D'accord. Et puis, vous m'accompagnerez chaque soir à dîner, si vous le voulez bien. C'était une femme qui avait un tel charisme. Elle était vraiment une femme telle qu'on le rencontre dans les films. Ouais. C'était un personnage du tout New York. C'était Ouais. une des grandes bienfaitrices, d'ailleurs, du tout New York. Donc, elle était riche, hein, d'après Elle ce était qu'on extrêmement comprend. riche. Bon, Et donc, elle avait vous 400 mètres l'accompagnez carrés à Park Avenue, pardon. Et donc, Ça ce va. qui était assez troublant d'emblée, et c'est là où il y a la rencontre, je rentre chez elle, et qu'est-ce que je vois au mur? Mais que des œuvres de Félicien Rops, qui est un de mes peintres préférés. Et en fait, elle est la petite fille de Félicien Rops. Ah non, incroyable. Et donc, j'ouvre des grands yeux ébahis partout. Donc, je me retrouve devant quasi mes œuvres favorites, Ouais. dont les fameuses femmes bandées avec les petits cochons. C'est assez extraordinaire, quoi, je veux dire, de se retrouver là. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, bon, bah, je crois que je suis appelé ici pour faire du stylisme, du maquillage. Et donc, je vais essayer de contacter un peu à droite, à gauche et voir ce que je peux faire. Elle prend son téléphone, sans rien me dire. Allô, Victor. Elle avait une voix très râlée. Et voilà, j'ai un petit Belge qui est là. Est-ce que tu pourrais l'aider?
Et bon, je n'entends pas ce qu'ils se disent, mais elle me répond, elle me le dit ensuite, qu'en fait, tout simplement, bah oui, il a son assistant qui est malade, et donc il cherche un assistant. En fait, qui c'était? C'était le directeur du maquillage au Metropolitan Opera de New York. Donc, le lendemain, je me retrouve au Metropolitan Opera en tant qu'assistant. T'es en du quelle chef année, maquillage. là? Et là, je suis en 80, après les années. Et donc, vous vivez une belle épopée à New York, vous rencontrez des mannequins. Oui, voilà, c'est bien sûr. Il y en a une qui vous a marqué particulièrement, c'est Naomi Campbell. Oui, bien sûr. Elle est toute jeune. Elle est quand vous toute la jeune, rencontrez. elle est vraiment toute jeune. Elle est encore avec sa maman qui la chapeaute un peu. Déjà un tout petit peu, je ne vais pas dire caractériel, mais quand même des petits problèmes de personnalité. On voit vraiment que c'est la fille qui se cherche, mais qui va vite se trouver, je crois. Et oui, c'est une des marquantes. Mais c'est l'époque aussi des grandes mannequins qui prennent aussi un peu la place, je dirais, d'actrices cinéma. C'est cette grande époque qui revient d'ailleurs à l'heure actuelle. Toutes ces filles reviennent tout à fait à l'avant-plan. Elles ont fait une carrière magnifique en tant que mannequins. Ce qui est incroyable, c'est qu'on vit une époque où les femmes ne vieillissent plus, bizarrement, ou vieillissent très bien. Vrai. Oui, on peut dire très bien, mais... Oui, Voilà. très bien. Voilà, elles vieillissent très très bien. Et donc, on les retrouve à l'heure actuelle. Et c'est vrai que parfois, on regarde certaines femmes, on se dit, mais elle était là, et on la retrouve aujourd'hui. Et on regarde les deux images, elles sont peut-être mieux encore à l'heure actuelle. Et alors vous qu'à n'avez l'époque. pas l'impression de travailler dans l'ombre? Vous avez Mais moi, l'impression d'être dans la lumière? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est au service de... Alors, vous êtes rentré en Belgique, vous avez travaillé dans un salon, je crois, Là, en fait, je esthétique. rentre en Belgique, je rencontre une journaliste avec qui je m'établis. Et très très vite, voilà, je reprends une vie en Belgique. Donc, je deviens le maquilleur de la Maison Royale à Bruxelles, donc qui s'occupe de toute la famille royale, mais aussi de tout ce qui est grande bourgeoisie en Belgique. Et donc, je m'introduis dans ce milieu et ça va très très vite. Donc, automatiquement, j'ai l'entrée automatique au Palais Royal. Et donc, je commence à m'occuper d'abord de la princesse Paola, qui était encore, avant d'être reine, donc princesse Paola, puis de toute sa famille. Qu'est-ce Puis qu'il faut après, la comme, reine. Puis comme après- qualité pour travailler auprès de la famille royale? Ça exige quelles compétences, quelles Je qualités crois que particulières? La qualité numéro 1, c'est la discrétion. Mais je pense qu'on est dans des métiers, justement, je crois, où on est tellement intime. Et surtout, bon, que ce soit un coiffeur ou un maquilleur, je veux dire, je touche la peau. Je veux dire, je vois la personne à nu et je vais la rhabiller en quelque sorte. Et donc, il y a ce contact, il y a une telle proximité. Je veux dire, on touche tellement des zones, je dirais, intimes. Et ça, vous savez, il y a le mètre carré qui est tellement important, je veux dire, où on se sent vite agressé ou pas. Et donc, il y a là où la magie fonctionne ou pas, l'énergie fonctionne ou pas. Vous recevez des confidences de la reine Paola ou Je me souviendrai toujours, il y a des endroits cachés dans les châteaux. Et un des moments les plus beaux dans ma vie, c'est quand elle m'a pris par la main et elle a dit « Je vais vous montrer mon jardin secret ». C'est un jardin où personne ne pénètre. C'est une femme qui adore les fleurs, qui adore les plantes, qui adore vraiment la nature. Et elle m'a emmené dans sa salle de bain privée, parce qu'il y a les salles de bain où j'officie habituellement. Puis elle m'a emmené dans sa salle de bain privée. Et de sa salle de bain privée, elle m'a emmené dans son petit jardin privé, où il n'y a qu'elle. Et là, j'ai pu vraiment pénétrer, elle m'a ouvert à la porte de ce jardin. Elle m'a dit « Regardez ». Et j'ai vraiment eu l'impression de partager un tel moment de fraîcheur, d'intimité et de communion, parce qu'elle ne m'a rien dit. Elle m'a Comment vous simplement dit, l'appelez? C'est Majesté. En 2013, vous avez reçu un diplôme particulier. Oui, en fait, je suis devenu... En fait, c'est un fait assez rare. Pour la première fois, en fait, depuis que ce brevet existe, donc je suis devenu fournisseur breveté de la Cour de Belgique. Donc fournisseur de maquillage, de service. Mais en fait, je suis fournisseur de service, puisque Alors, je n'ai rien à vendre. On va voir des images justement de cette cérémonie. Donc vous l'aviez maquillé avant? Oui, exactement. C'était très drôle. En fait, c'était avec l'accession au trône du nouveau couple royal donc, que j'ai obtenu après de très nombreuses années de service. C'est une fierté? Mais c'est-à-dire c'est un diplôme qui est tellement rare
Il est donné à très 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 peu de gens. Et donc, oui, c'est vraiment une marque de, je dirais, de reconnaissance. on va dire ça comme ça. Alors, vous avez assisté au mariage, au fameux mariage de William et de Kate. Vous avez maquillé un certain nombre d'invités, dont la fameuse Pippa, dont tout le monde se souvient de la robe et du fameux postérieur, n'est-ce pas? Magnifique. Mais en fait, On n'osera pas demander si c'était un vrai ou un faux. On a entendu beaucoup de rumeurs là-dessus. Dans tous ces mariages, en fait, ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir en même temps faire partie, je dirais, de l'événement en étant à l'extérieur et en même temps d'être, je dirais, dans ce qui est vraiment actif, c'est carrément dans les coulisses de l'événement. De se retrouver soit dans les ambassades pour maquiller telle souveraine, et puis dans tel grand hôtel pour maquiller telle personnalité ou une autre. Et donc d'aller d'un hôtel à l'autre. Vous avez été surpris par quelle personnalité? C'est-à-dire que... Camilla. Camilla est vraiment une personne mais qui est tellement charmante, qui est tellement d'humour, qui est tellement décriée, je veux dire, et qui est une personne, mais qui est rare, vraiment. Et je veux dire, et c'est ça qui est fou, c'est de pouvoir parfois arriver vraiment à rencontrer des vraies personnes. Et qui je vais maquiller, c'est une femme, je veux dire. Et donc c'est chaque fois la rencontre avec pas seulement Majesté ou Son Altesse Royale ou non, ce sont des êtres humains de chair avec tout un passé, avec tout un caractère bien défini. Et ce qui est formidable, c'est de partager un petit moment d'intimité avec elle. Et demain, vous maquillez qui? Demain, donc, je maquille la grande duchesse du Luxembourg, je maquille l'héritière et Kate Middleton. Pourquoi elle ne change pas ses cheveux, Kate? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que vous lui feriez, vous, Oh Sarah? là là, je lui donnerais un peu de volume ici, tous ces boucles là, ça fait poupée, ça fait Barbie. Mais elle est quand même très classique dans son look. Oui. Tout en étant classique, on peut, voilà. Par exemple, Diana avait vraiment révolutionné. Ah ouais, mais Diana, j'aurais rêvé de la coiffer. Ah ouais? J'ai pu la maquiller, on a fait un c'était une truc femme beaucoup charmante, plus vraiment. cool. Comment? Vous l'avez maquillée? Oui, bien sûr. Et alors? Ah ouais. C'est une femme vraiment délicieuse. En Ouais, fait, je l'ai maquillée justement dans ce moment de grand tourment où elle était en divorce. Et donc, on voit là toute la fragilité, malgré, je dirais, la posture royale, je veux dire, et le côté très officiel. Ce sont vraiment des femmes qui peuvent aussi avoir des fragilités immenses, quoi. Je veux dire, là l'important de leur donner ce moment qui leur permet de respirer. Est-ce que vos parents sont fiers de vous? Mais oui, je pense qu'ils sont heureux de voir que ma vie est belle. Ils vous posent des questions, vous, sur votre vie? Non, encore une fois, c'est comme... C'est incroyable, Je veux ça. dire, c'est vraiment... C'est quoi? C'est de la pudeur? C'est pas la seule fois où mes parents sont manifestés, ça me fait penser à ça. C'est quand j'ai eu Chevalier des Arts et Lettres. Alors ça les a... Là, il y a eu une réaction. En me disant, waouh, faut que tu l'encadres et tout. Bon, c'est la seule fois, tu vois. Mais vous trouvez pas que ça éloigne de côtoyer des gens connus, de bien gagner sa vie, de réussir dans son métier quand on vient d'un milieu comme ça, modeste? Ah non, mais les plus belles soirées que je passe, c'est chez mes sœurs. Toujours? Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et vous, Sarah? Moi, non, je suis assez proche de quelques actrices très sympas et on s'entend très bien. On fusionne entre le travail et la vie privée. Donc vous, ça vous dérange pas d'être amie avec eux? Parce qu'on sent quand même Non. que Françoise reste en dehors de tout ça. Je me suis toujours préservée, oui. Ouais, elle mélange pas tout. J'ai toujours pensé que à chacun son métier. Ouais. Voilà, moi je fais le mien du mieux que je puisse. Et tu l'as pas avec après- tout le monde. Voilà, tu l'as avec Alice. Alice, c'est bon, si. Bon, Alice- Voilà, tu vois ce que je veux Junio, dire. tout T'as ça, des bien personnes sûr, plus il y en a que plein que d'autres, je c'est ça que je veux connais, dire. bon, les autres, on les j'étais, bon. croise. Mais il y a non, eu mais des il y en a qui affinités. viennent, voilà, on se retrouve dans ma petite maison du Sud, machin, bon, pour une soirée, Ouais. mais Parce que ça vous arrivait d'investir en amitié auprès de certains d'entre eux et d'être vraiment déçu Ouais. par la suite Ouais. et d'être Oui. blessé dans la Ouais. déception? Ouais. oui, moi Parce je l'ai que vous- vécu ça. C'est ça. Donc du coup, Ouais. Je ne peux pas dire avec qui, mais ça a été, on était très très amis et ça a été la plus grosse. Je me suis rendu compte à quel point la blessure d'amitié est plus violente Ouais, que que la l'amour. blessure ou amoureuse. au moins aussi violente. Ça, c'est sûr. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était tellement- Le plus gros caprice auquel vous avez été. Et en fait, parce que je crois qu'on été donne conf- beaucoup, en Ouais, fait. c'est ça. On est assez généreux et on ne fait pas que notre travail. Donc on est un peu plus... Bah, vous avez envie. entière, ouais. Oui, et puis Et vous donc avez après, on envie comprend d'avoir pas un pourquoi. retour sur investissement, quoi. Ouais, exactement.
Non, mais... Des caprices, de gros Oh, des caprices. caprices. C'est Richard. Alors, je les ai tous connus, ils n'étaient pas connus. Ouais. Parce que j'ai commencé à 45 ans. Ouais. Il est frappé à ma porte, comme ça. Alors, Richard aussi, bon, j'ai dû connaître Donc Richard. Richard il avait... qui est en Colina. En Colina, il a Moi, 19 c'est ans. pas mon copain, lui. Et là, je vais à la projection à l'heure Ils du n'ont pas déjeuner. les mêmes copains. Non, on n'a pas les mêmes copains. Non, mais c'était pas un copain. Je vais à la projection du Petit criminel de Jacques Doyon, à l'heure du déjeuner. Et puis, je le trouve formidable, Richard. Bon. Et j'appelle son agent, qui était Serge Rousseau à l'époque, et je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'il est formidable, vraiment. Bon. Et on se connaît avec Richard. Bon. Il me dit, s'il te plaît, appelle-le, dis-lui que tu trouves formidable, ça va me faire du bien. Alors, je préparais mon perso héros, et, avec Depardieu. Et je suis Juste, au téléphone. entre parenthèses, en Oui. tant que directrice de casting, vous êtes obligée Oui. d'aller beaucoup au cinéma, de voir plein de Tout le temps pièces, dehors. d'être toujours à l'affût le temps pour dehors. pouvoir repérer, quoi. Tout le temps dehors. Ouais. Mes enfants me le reprochent encore aujourd'hui. Ouais. Et mais alors je prends mon téléphone, et j'appelle Richard et je lui dis, Richard, c'est Françoise Ménidret, qui t'a donné mon numéro de téléphone? Là je me tétanise, je lui dis, attends, Ça lui Richard, ressemble. on se connaît, Ouais. on se connaît depuis toujours. Je veux entendre le bout de papier sur lequel tu as noté mon numéro qui part dans la poubelle. Je lui dis, écoute Richard, tu me fatigues. Je veux juste t'appeler juste pour te dire que je t'ai trouvé formidable dans Le Petit Criminel. Moi, si tu veux, je m'en fous, je raccroche. Alors très bien, alors si tu me trouves formidable dans Le Petit Criminel, dis-moi pourquoi je tourne pas plus. Je lui dis, mélange pas tout. Et là, je lui dis, bon, ciao, je raccroche. Et là, arrive Depardieu. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui raconte. Il me dit, passe-moi le téléphone d'Anconina. Je lui dis, non. Il a appelé Anconina, puis il lui a dit, c'est Depardieu, va te faire voir. Il a raccroché. Et Gérard me dit, ça va, tu te sens mieux? Je lui dis, écoute, avoue quand même qu'il est con. Voilà. C'était tellement... Ben voilà, on peut avoir quelques extrêmes comme ça, comme on peut avoir une Christine Scott Thomas qui arrive sur le tournage de Francis Weber, je ne sais plus quel film, j'ai tous fait, ceux de Weber. Elle arrive dans sa loge, elle fait un scandale parce qu'elle n'a pas de bouquet de fleurs. Le lendemain, la Gaumont lui met un beau bouquet de fleurs, elle fait un scandale parce qu'il n'y a pas un petit mot avec. Elle n'est pas facile, il paraît. Non, elle n'est pas facile du tout. Bon. Il paraît. Mais voilà, on m'a dit, hein. voilà là, moi, où je ne peux pas adhérer, Bah ouais. où je fais simplement mon boulot comme il faut, et ça, je trouve ça mais tellement grotesque, tellement... T'as vécu des trucs, toi. Alors, Sarah, une anecdote à propos de Cécilia et Nicolas Sarkozy? Ouais, ça c'est un petit joke. Richard Okonina m'appelle pour que je lui coupe les cheveux. Il me dit, oh, j'ai vu une photo de Richard Berry dans le TGV. Incroyable, quelle belle coupe et tout et tout. Il m'a donné votre numéro, donc est-ce qu'on peut se voir? Ok, pourquoi pas. Et donc il me dit, bon, bah, je déjeune avec une amie demain, viens après le déjeuner. Et donc j'arrive dans ce restaurant. Et donc, la femme se lève, Richard me présente, il me dit, bah, je te présente Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. Je ne dis pas du tout, je viens de commencer, mon truc. Donc, elle fait, oh, formidable, génial. Oh là là, si vous pouviez couper les cheveux de Nicolas, il en a tellement. Et là, je lui dis, je ne fais pas les enfants. J'ai répondu, je fais pas les autres. Et donc, c'était Je fais Cécilia? pas les enfants. Et c'était Cécilia, si tu veux, à l'époque, on est en 93. Ah, j'ai cru que c'était encore la femme de Jacques Martin et qu'elle avait un fils qui s'appelait Nicolas. oui, bien sûr. Tu veux, ça faire un nom d'enfant quand même, d'accord. Nicolas. Mais comme dans ce milieu, c'est Pierre-Paul Jacques et tout le monde se connaît, c'est génial. C'était Donc, drôle. C'était drôle. Donc, j'ai raté Drôle. Nicolas Sarkozy. C'est Alors, drôle. Sarah, comment vous Déjà. coifferiez Je lui aurais notre- bien enlevé l'épaisseur à l'époque. hein. Ouais. Et notre nouveau vrai qu'il président, en avait alors? Alors, le nouveau président... Qu'est-ce que vous lui feriez? Alors, à notre... Moi, je l'aimais Macron, bien Emmanuel quand on le voit Macron. sur ces images ados, là, avec des Oui, il cheveux avait un peu plein de longs en cheveux, arrière, quand il et était- ça lui allait bien. Il va pas Ouais, perdre moi, ses je l'enlèverais cheveux, bien la houppette, moi, bizarrement. Ouais. Alors, ça peut choquer, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut lui faire, vu qu'il Quoi, a les cheveux encore très, plus très court, courts alors? Non, j'enlèverai là. pas les cheveux courts, je lui laisserai les cheveux courts, mais j'enlèverai que l'épaisseur, parce que Ouais. ça... On doit lui couper que la longueur, et du Ouais. coup, ça pousse qu'en épaisseur. Donc, ça devient vite un peu... Casque. Casque. Chirac mettait du gel, pour justement pas avoir Ouais. cet effet. Mais il est un petit peu jeune quand même. Ou en tout cas, il faudrait se la jouer un peu à la Caprio. Et il n'a pas assez de cheveux au-dessus. Bon, Donc, alors, il vous faudrait lui feriez enlever un quoi? petit peu la houppette. Donc, elle a... Mais filé, comment pour il la faire un s'appelle tout petit peu... Elle a Georges Clooney? non plus, Bon. un peu vieux. D'accord. Non, plus déstructuré, un peu plus wide, un peu plus brosse. Et je lui ferais bien un petit balayage, un petit glaçage très clean. Balayage. Genre, elle a Laurent Delahousse? Ouais, je dirais plutôt à Steve McQueen. Pas mal, hein. D'accord, ah ouais, Ah. pas mal, pas mal. Pas mal. Moi, je trouve qu'il a quelque chose de Robert Redford dans le bas du visage. C'est le sosie de Boris Vian.
Plutôt. Ah ouais. Ouais, pas mal, incroyable. Pas mal, pas mal. Allez voir sur Internet, Boris Vian, c'est Emmanuel Ah bon, Macron. d'accord. La coiffure dont vous êtes la plus fière? Probablement dans un film, une transformation. Ah ouais, je suis assez fière de mes coiffures. J'ai beaucoup aimé travailler avec Daniel Thompson quand on a fait La Bûche, Ouais. parce que toutes ces femmes-là, qu'il fallait qu'elles soient d'abord des sœurs, mais ressemblantes sans l'être. Ça, j'ai adoré la complicité avec Daniel, c'était formidable. C'était vraiment un de mes plus beaux films. Beaucoup de coiffures, elle m'a laissé complètement libre. Sabine Azema qui faisait une vieille fille avec Claude Rich, donc j'avais créé des cheveux très très longs. Elle chantait Zigane, donc j'avais mêlé un petit peu de laine comme ça dans les cheveux. J'avais plein de créations, j'adorais ça. Et assez fière aussi du goût des autres. Parce Ouais, qu'avec très Agnès Jaoui, qui avait qui avait toujours les cheveux longs, qui sortait de On connaît la chanson. Bon, je lis scénario, on est Le goût des autres. Elle s'appelle. Elle a un nom un peu comme Oui, ça. enfin bon, de donc vous lui avez mec. coupé les cheveux. Et puis voilà. Et puis je lui dis, non, c'est pas Mary Poppins, quoi. Tu vois, tu es dans un bar et tu vends du shit. Donc je lui dis, on va les couper court. Et je me rappellerai tout le temps. Donc elle me fait venir chez elle. Elle me dit, OK, on y va. Elle ne pensait pas que j'allais lui couper aussi court. Elle les avait vraiment longs. Et le soir même, il y avait une soirée au bain-douche où il y avait tout le cinéma français. Et on avait déjà, et elle m'envoie mais une ribambelle de textos. Génial, c'est gagné, tout le monde adore, j'ai rajeuni, c'est super. Et donc voilà, et c'était le bouche gagné. à oreille se fait très vite quand même dans le Ouais, cinéma. très vite, Dès que très, tu très transformes quelqu'un de connu, Très, ça très se vite. voit, quoi, comme un Ouais. maquillage, mais ils très nous le vite. rendent bien en même Ouais, temps, donc ouais. c'est agréable. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours, Françoise? Quelle est la découverte dont vous êtes la plus fière? Ah, moi, beaucoup en dehors de Sophie Marceau, je dirais que d'avoir mis en lumière, Alice Taglioni, bien sûr, d'avoir mis en lumière des Elsa Gilberstein, des Marie Gillin que j'avais découverte pour Mon père Suero, Bérénice Bejo, quand on avait fait pas Monsieur Batignolles, Moi, mais on a fait ensemble Bérénice Bejo. on avait avec fait avec Gérard Jugnot. Meilleur espoir féminin. Meilleur espoir féminin, Qu'elle absolument. avait eu d'ailleurs. Qu'elle avait eu. D'avoir mis en lumière Gaspard Ulliel et Mélanie Laurent pour le film de Michel Blanc, Embrasser qui voulait. Ils n'étaient absolument pas connus. Génial. Ils ont été nommés au César. Et Donc, plein. tout ça, c'est quand même J'en ai une des liste fiertés. comme ça. Ouais. Et là, c'est vrai En général, que... c'est Michel Drucker et Patrick Sébastien qu'on entend dire ça. Ouais. C'est moi qui l'ai découvert, il est venu chez moi en premier, etc. Là, ça change. Et là, c'est vrai que... parce que ma vie démarre au petit déjeuner, qui est très important pour moi. Donc, j'ai besoin de 2 heures toujours pour lire la presse. Et il m'arrive maintenant, ça y est, enfin, de me dire, Françoise, t'as pas rien fait. Ah bon, on Ça y s'en est, réjouit alors. Enfin. Alors, je vais vous présenter un homme qui, comme vous, n'était pas du tout destiné à travailler dans le monde du showbiz. Il s'appelle Mathieu César et depuis son plus jeune âge, il n'a jamais suivi une voie toute tracée, comme vous. D'abord, il a été pompier volontaire. Ensuite, il a été apprenti coiffeur et ce jeune homme de 30 ans photographie aujourd'hui les plus grandes stars françaises et internationales. Alors, notre équipe l'a rencontré il y a quelques jours à Paris et vous allez découvrir en images son parcours vraiment hors du commun, là encore. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des films, tout le monde peut faire des photos. Et la vraie différence, c'est ce qu'on va mettre devant un appareil. À l'adolescence, sortant de ma 3e, j'ai choisi l'apprentissage de la coiffure. Pour moi, c'était aussi une porte d'entrée pour aller vivre à Paris. Pendant 3 années, je faisais des shampoings et je balayais les cheveux. Mon destin a un peu basculé quand j'avais 19 ans. J'ai réalisé un dimanche après-midi un petit court-métrage sur mon frère qui était danseur à l'opéra. Et je l'ai suivi et on a fait un petit film dans les couloirs et dans le hall et sur la scène de l'opéra. Et avec ce film, j'ai eu l'opportunité de le présenter à un de mes clients, patron d'une chaîne de cinéma bien connue parisienne, et qui, malgré toute attente, m'a racheté mon film et me l'a diffusé dans tous ses cinémas. Et cette porte a été le début d'autre chose pour moi. Je m'attendais à rien du tout, en fait. Pour moi, j'étais apprenti coiffeur et j'étais voué à faire autre chose, je pense. J'ai 19 ans et je signe dans une boîte de production. Donc voilà, c'est des choses qui m'arrivent comme ça, où je connais rien, je ne sais rien de rien.
Et je me retrouve propulsé avec d'autres réalisateurs très confirmés. Et puis très vite, ce système me convient pas trop, je m'y retrouve pas trop parce que je me retrouve à écrire des traitements pour des pubs et compagnie. Et en fait, je m'en fous. Le truc que j'ai envie de faire, c'est faire de l'image. Donc j'ai très vite pris un autre tournant et je me suis plutôt dirigé vers la photographie. Et toi ? Jean-Charles de Castelbajac, ça a été la première personne qui m'a dit j'ai vu ton film, ton petit film de danse, faisons quelque chose ensemble. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là. Je venais de ma province et Jean-Charles de Castelbajac, ça me parlait pas. Et en arrivant dans son bureau, je me suis dit peut-être j'aurais dû regarder qui c'était un peu avant. Et donc voilà, j'étais dans cet énorme bureau avec plein de gens qui le voyaient, des couturières dans tous les sens, des photos de lui avec le pape. Et Jean-Charles, ça a été voilà, le début d'une collaboration parce qu'il m'a donné accès à toutes ses archives, 40 ans de création qu'il a pu faire. Et c'est avec ces créations que j'ai fait mes premières photos. La photographie, c'est quelque chose qui est quand même fantastique, c'est à savoir avec un petit boîtier qui fait 20 cm de longueur, on peut se retrouver transporté au milieu du désert à photographier le premier homme qui est allé sur la Lune, à Nathalie Portman ou Amy Adams ou Daft Punk. C'est ce que j'aime des fois quand je photographie des personnalités, c'est que c'est des personnes qui au final ont déjà fait des centaines et des milliers de shoots. Et ce que j'aime, c'est essayer de pouvoir apporter autre chose. J'aime bien laisser la personne me donner ce qu'elle a envie. Et c'est ça qui m'intéresse dans le portrait. Il y a très peu de photos dans mon travail qui représentent autre chose que des humains. 99% du temps, les photographies en noir et blanc. Parce que j'ai été bercé avec des parents qui vendaient des livres anciens et ces vieilles images qui, pour moi, restent iconiques et qui sont complètement intemporelles. Et ça est beaucoup lié au noir et blanc. Ça m'a jamais étonné sur le moment, mais à travers le regard de ma mère ou des autres, je me dis quand même que je vis quand même des choses assez exceptionnelles et je rencontre des gens quand même assez fous. Et en ça, il y a quelque chose de quand même magique. Beau travail, hein. Ouais, puis j'adore le noir et blanc, moi. Luc et Brigitte nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Vous le connaissiez, ce garçon ? Jamais vu ses photos, je les trouve absolument magnifiques. Lui est plutôt pas désagréable à regarder en plus. Non. Très beau blouson, j'aime beaucoup. Oui, bon. Pourquoi vous lisez la presse tous les jours ? Qu'est-ce que vous y cherchez ? Ça vous aide dans votre travail ? Oui, parce que ça m'évite peut-être de faire des gaffes. Parce que malgré ça, malgré tout ce qu'on peut dire, je vois à quel point certains acteurs et actrices intéressent la presse. Ces gens-là qui reviennent, ça veut dire que tu as intérêt à en parler. Parce que constamment, on te dit dans les productions, ou même quand tu fais un film pour la télévision, il faut qu'on intéresse la presse. Il faut faire des articles sur ces gens-là. Tu peux être la meilleure comédienne du monde, et si on ne parle pas de toi, bah, ils n'en veulent pas, parce qu'on ne peut pas faire de presse. Pas bankable. Donc, plus on fait de brochure, mais en même temps, nous, dans notre plus ça milieu, l'intéresse. milieu, on sait tout avant. C'est ça aussi Oui, qui fait bon. notre différence. C'est que nous, on reste suffisamment Toi, t'en sais discrète. plus. Et c'est ce qui fait. Moi, j'en sais beaucoup. C'est sur les J'en sais plateaux. vraiment beaucoup. Mais de tous les déplacements, de tout. Et c'est ça qui fait notre fidélité avec eux. C'est qu'ils savent justement Qu'on sait plein de On choses. peut faire confiance. Alors, Luc, on va revenir sur le parcours de Mathieu. César, Il a grandi dans quel milieu ? Vous parlez de ses parents. Absolument, un milieu extrêmement modeste. Et un milieu de gens originaux, plutôt des originaux. Quand il a 4 ans, ses parents divorcent et il vit avec son père. Et son père vit en Normandie dans une caravane. Et en fait, il va avoir une vie où il s'imagine une vie de Peter Pan, dans le rêve, où il est un chevalier, il vit seul avec son père, à tel point que on le surnomme Mimi Sicu.
Vous savez, le personnage d'un Indien dans la ville, le petit Indien, voilà, parce qu'il est vraiment déconnecté de la vie de ses petits copains de classe, quoi. Et son père décède quand il a 12 ans, et il part vivre en Picardie, chez sa maman, qui, elle, fait un métier où, juste comme il le disait dans le reportage, où, en fait, sa mère vend des vieux livres anciens, des vieilles illustrations, et qui dit vieilles illustrations, dit aussi photos anciennes. Et donc, il va se passionner pour cette iconographie un peu noir et blanc, et ça fait tilt dans sa tête. Mais c'est un enfant qui, dès le CP, déjà, il savait ce qu'il voulait, parce que dès le CP, il avait dit « je ne ferai pas d'études ». Ouais. Voilà. Et à l'âge de 16 ans, il arrive à convaincre sa mère de quitter la Picardie pour aller s'installer à Paris, pour devenir apprenti coiffeur. Il avait dit certainement qu'il passerait un CAP. Il n'a rien fait, il n'a fait aucun diplôme. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même un original. Donc c'est un autodidacte. Voilà, autodidacte qui vit sur un bateau, parce qu'il se dit qu'à tout moment, il faut peut-être lever C'est l'arme. quand même intéressant, parce que sur nous 4, on va dire, évidemment, là, on vient tous de milieux modestes, quoi. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les gens qui viennent de milieux modestes qui réussissent. Non. Mais c'est-à-dire quand tu ne fais pas d'études et que justement on te met directement à chercher un travail parce que tu es jeune, donc c'est tout de suite les métiers un peu d'artisan. Oui, quoi. ou qui brillent, ou en tout cas qui donnent envie de se battre. Voilà, exactement. Moi, je ne voulais pas faire de la coiffure parce que c'était malmené. Tu n'avais pas de diplôme, tu arrives dans un dîner, tu n'as que des gens qui parlent du bac et tout. Et puis toi, on t'intéresse. Ouais, tu n'es pas du tout, t'es pas du tout dans le milieu. Voilà. Et puis il suffit que tu dises à quelqu'un, la frange, ça va bien t'aller à toi. Ah bon. Là, tout le monde s'intéresse à toi parce que tu vas trouver la faille, quoi, en fait. Ouais. Et voilà, moi je pense que c'est un don. Bonne coiffeuse, on est aussi très psychologue, j'imagine. Ouais, absolument. Vos métiers, à tous les trois, supposent d'avoir un vrai sens de la psychologie, de sentir les autres, de l'écoute. Il faut être dans la diplomatie tout le temps. Il faut surtout montrer en tout cas, moi, en ce qui concerne les acteurs et les actrices, que je vois, moi, totalement en amont. Sur un film, je suis la première à démarrer pour les distribuer. Et en fait, la vulnérabilité qu'ils ont, je la ressens la première parce que quand je fais mes castings, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, des acteurs confirmés, on la trouille. Ouais. Alors qu'on se connaît et que je les mets à l'aise et que bon... parce qu'on te demande sur un essai... Mais on fait passer des castings même à des stars, même à des acteurs très connus, des acteurs et actrices très connus. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est systématique. Enfin, c'est quasiment systématique. En France, il y a plein d'acteurs qui ne veulent pas faire d'essai. Mais aux États-Unis, n'importe quel acteur se doit, si on le lui demande, de faire un essai. Ici, ils sont vexés, blessés. Mais même avec l'expérience, Ou alors, si, faire un essai pour... essayer, si tu veux, en 35 mm, ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Mais en costume, pour voir si tu vas avec ta partenaire, ok. Ouais. Mais si tu demandes à un acteur qui est déjà un peu confirmé, pas qui n'est pas une star, mais un acteur confirmé de faire un essai, c'est la vexation totale. Oui, mais aujourd'hui, moi, quand j'avais démarré, on ne faisait jamais d'essai. Tu faisais une rencontre avec le metteur en scène et ça a valorisé mon métier, parce que dans le sens où si l'actrice et l'acteur étaient là, c'est qu'il était bien. Aujourd'hui, passe-moi le beurre, il faut faire un essai. En fait, le problème, c'est quand l'ego dépasse l'envie. Exactement. Ouais. Quand l'ego supplante l'envie. Ouais. Là, ça devient un problème. Alors, ce Mathieu, lui, il n'a pas trop d'ego. C'est même un artiste très engagé au service des autres. Oui, alors au service des autres, il a, par exemple, il est ouvert à tout type de projets pour aider les autres. Par exemple, il a travaillé pour l'association Aide, pour des campagnes de lutte contre le sida. Il a vendu certaines de ses photos au profit d'enfants qui avaient besoin de traitements cancéreux, pour la recherche sur le cancer des enfants. Il a pu aider des enfants défavorisés au Vietnam en vendant de ses photos, des séries de photos qu'il a pu faire au Vietnam. Lui, son credo, c'est en fait que tout le monde peut devenir photographe, mais il n'y a qu'une seule règle dans la vie, c'est le travail. Il faut travailler. Le talent quand même un peu. Et pour lui, justement, ce qu'il dit, c'est que le talent, c'est beaucoup de travail. Einstein disait pareil. Non, mais moi, c'est vrai, quand même. Après, il y a quelque chose qui fait la différence. Moi, je peux essayer de faire des photos demain en travaillant jour et nuit. Je ne crois pas que j'ai la tête. Ouais, c'est ça. J'ai donc tout un tas de photos très belles, un petit peu sévères, Vanessa Paradis. Ouais. Mais tout dépend du modèle aussi. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Il faut avoir un bon sujet à photographier. Oui, mais pourquoi il fait que des stars? Il fait beaucoup de stars. Et puis alors, c'est ça aussi, il a beaucoup d'audace. Je vais un peu vite. Parce que cette photo dont il parlait, il est très culotté, ce garçon. Ouais. Il a beaucoup de culot. Il a fait des photos de mannequins qui portaient des habits de cosmonautes. Et lui, il se dit, mais moi, j'ai envie qu'il y ait des vrais cosmonautes dans ces habits de cosmonautes. Ni une ni deux, il appelle la NASA. Wow. Et en 15 jours, ils arrivent à convaincre
et de par son talent aussi, Buzz Aldrin, le deuxième homme qui a mis le pied sur la Lune. Et du haut de ses 85 ans, il a enfilé le costume. Et là, c'est lui, dans le costume de cosmonaute, dans un désert, pas sur la Lune. Lui, il se dit, dans la vie, il ne faut pas avoir de règles. Il a vraiment 2 petites devises. C'est la devise de Cocteau, à l'impossible, je suis tenu. Lui, c'est je suis tenu. Que je trouve assez bien sur le côté vraiment repousser ses limites et aller au bout. Et la devise de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui disait... Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. Pour suivre ses rêves d'enfant. Voilà. Brigitte, toi, tu vas nous parler aussi d'un homme au parcours atypique. Exactement. Je vais vous parler de Pascal Mismack, qui a longtemps été très loin du milieu du showbiz. Pour une raison, c'est qu'il était d'abord chef de gare, puis ensuite chef d'équipe de contrôleur. C'est lui? C'est lui. C'est lui. Oh, bon casting, hein. Moi, chef de gare, je fais casting. Chef de gare. Et donc, au retour de vacances en Tunisie avec sa petite fille de 4 ans, il prend conscience qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent pas aller au bord de la mer, qui ne peuvent pas partir en voyage. Alors, avec les parents d'élèves des petites écoles maternelles et primaires de Crécy-sur-Serre, dans l'Aisne, il décide de créer une association. Et le but de cette association, c'est de permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, de partir un petit peu. Et aussi de leur permettre de faire des sorties culturelles, aller dans les musées, de voir des expos, recevoir des livres. Et aussi acheter des tapis d'évolution pour les enfants handicapés. Donc, ils créent cette association et ça fonctionne. Et ils se disent comment trouver des sous. Alors, pour ça, ils organisent des lotos et des soirées moules frites. Donc, il fait ces soirées, puis il se dit, mais pour gagner encore plus de sous, il faudrait organiser des concerts. Mais comment organiser des concerts quand on connaît personne? Et le hasard fait bien les choses. Il va à un gala qui est organisé pour le don du sang. Et là, il rencontre C. Jérôme. C. Jérôme qui, à l'époque, était une grande vedette. C'était en 89. Et donc, ils discutent et il lui propose de venir être la vedette du concert qu'organise son association. Voilà, ils deviennent copains. Et donc, il gagne beaucoup de sous. Et il se dit, mais il faut que je continue, que je fasse encore des concerts. Alors, il appelle Zé Jérôme, qui vient encore à son secours, et qui lui donne les numéros de téléphone déjà de Dave, d'Herbert Léonard, Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, Patrick Juvet, toutes les stars 80. Les images. 80. Voilà. C'est la tournée avant l'heure. C'est ça. Des stars 80. Exactement. Et même Coé qui lui demande d'organiser des tournages pour ses émissions de télé. Donc, en un peu moins de 30 ans, il a permis à des centaines d'enfants de partir en voyage et de bénéficier de ça. Alors, ce Pascal, il est toujours investi dans l'association aujourd'hui ? Alors, il a un peu passé la main, parce que ça fait très longtemps quand même qu'il s'occupe de ça. Mais comme il est toujours aussi passionné de musique, il a décidé il préside une chorale d'enfants et il demande à ses amis, toutes ces vedettes, de venir les accompagner. Et ils font des tournées avec ces vedettes et les enfants. Et le but maintenant, c'est de faire au moins 2 tournées par an. Pour payer des vacances, toujours. Toujours pareil, pour payer des vacances, des sorties, etc. Donc la dernière tournée, il y avait Ève Angéli Oui. et Ted Sanders. Oui. Mais comme je ne connais pas Ted Sanders... Tu es sentie très hésitante. Je l'ai pas dit. Oui. Le pauvre. Non, faut le garder. Vous le connaissez? Alors moi, sincèrement, on peut me parler des acteurs, ça va, mais des chanteurs, je suis larguée, mais larguée. Oui. On peut pas tout faire. Ben non. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. C'était passionnant, en tout cas, toutes ces anecdotes et de. D'ailleurs, moi, je dors ici. Je dors ici, puis demain, on va commencer. C'était très, très intéressant de découvrir vos métiers comme ça, de vous mettre en lumière, justement, vous qui avez des métiers de l'ombre, qui passez votre temps à apporter de la lumière, soit dans la vie de certains acteurs ou actrices, ou sur le visage, à votre manière. Merci à Luc et à Brigitte. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi. Merci. Les invités que nous recevrons lundi ont perdu leurs parents alors qu'ils étaient encore de jeunes enfants. Jour après jour, il leur a fallu apprendre à vivre et à grandir sans eux. Je disais non, c'est pas possible, c'est une blague ou quelque chose comme ça.
Et après, on commence à comprendre que c'est vraiment vrai et qu'on ne va pas les revoir. David avait 6 ans lorsqu'il comprend qu'il ne reverra jamais son père et sa mère. On nous dit que nos parents ont eu un accident de voiture et qu'ils sont partis au ciel. Je pleure, il y a une immense peur, je n'arrive pas à me dire qu'ils sont morts. Je me dis, en fait, ils sont partis, ils m'ont abandonné. Toute sa vie, David refuse de s'attacher aux autres. Pourtant, il va se marier et devenir père d'une petite fille. Un moment de joie, mais les démons du passé vont le rattraper. Je commençais à avoir peur pour moi et de me dire, ah bah ça y est, moi aussi ça va être mon tour du coup, parce que je commençais à dépasser l'âge de mes parents. Mais j'étais sûr que j'étais malade et que j'allais mourir. Colin a 13 ans lorsqu'il devient orphelin. Avec ses frères et sœurs, il est alors recueilli par son oncle et sa tante. La fratrie découvre une nouvelle famille. Ça bougeait pas mal à la maison. Et de penser à autre chose, ça faisait du bien. On peut pas vraiment accepter, mais on doit vivre avec. Isabelle, la tante de Colin, n'aura qu'un seul objectif, que ses neveux et nièces reprennent goût à la vie. On leur a toujours dit, on sera toujours là pour continuer ce que vos parents ont commencé. Votre éducation, vous aimer, vous protéger. Mais on ne veut pas voler la place de leurs parents dans leur cœur.